Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la gestion de projet. Si je voulais être un peu scolaire, je commencerai par définir précisément ce que c'est que mener un projet. On trouve des définitions très cadrées dans diverses ressources, mais à titre personnel, je pense qu'on peut s'en tenir à la définition intuitive qu'on a de la gestion de projet. Mener un projet, en gros, c'est réaliser quelque chose. Des projets, on en a des petits, des moyens, des grands. Quand vous organisez un repas chez vous avec vos amis, c'est un petit projet, mais si vous organisez les Jeux Olympiques, ben c'est un gros projet. Et si, pour des petits projets, vous pouvez vous permettre de fonctionner de manière intuitive, de manière non optimisée, un peu à l'arrache, entre guillemets, ben, dès que vous augmentez un petit peu l'ampleur de votre projet, vous allez avoir besoin d'utiliser des outils et des principes qu'on va découvrir ensemble dans ce cours. Mais avant qu'on commence, je voudrais vraiment insister sur le caractère concret des projets que vous allez mener. Vous serez probablement des kinésithérapeutes et peut-être que vous ouvrirez un jour votre propre cabinet. Et ouvrir son propre cabinet, ça demande quand même de gérer un paquet de choses et de prendre beaucoup de risques. Moi, quand je me suis installé sur Marseille, j'ai rejoint en tant que collaborateur deux kinésithérapeutes que je connaissais et qui ont acheté un local de 500 mètres carrés au cœur de la ville. Et ben, je vous propose d'essayer de visualiser ça en fait. Ils ont dû faire un prêt de 1,5 million d'euros et donc un dossier solide pour aller avec. Ils ont dû gérer et participer à la coordination de tous les travaux, maçonnerie, plomberie, chauffage, peinture, électricité, et d'autant plus qu'il y avait une balnéothérapie à gérer et qu'il fallait respecter des normes sanitaires et d'accessibilité. Et comme souvent, les travaux ont pris un retard assez important, je crois que c'était d'environ 9 mois. 9 mois qui ont été autant de manques à gagner pour rembourser les mensualités du prêt qui, elles, ben, n'attendaient pas. Et donc, c'est un sacré boulot de gérer tout ça. Et c'est pas fini parce qu'ensuite, ce local de 500 mètres carrés qui accueille de nombreux professionnels de santé, il faut les organiser, définir des règles communes et s'adapter aux besoins de chacun. Et ça, c'est qu'un exemple de projet. Peut-être que dans votre vie, vous en viendrez à développer des collaborations interprofessionnelles dans votre quartier, peut-être que vous donnerez des formations ou que vous vous engagerez dans l'humanitaire. Peut-être aussi que dans votre vie personnelle, vous en viendrez à vous marier ou à gérer des biens immobiliers, et ben, ça aussi, c'est de la gestion de projet. Bref, tous ces projets sont concrets et globalement, quelques erreurs de gestion peuvent vous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros ou vous faire vous arracher les cheveux et finir complètement épuisé. Alors voilà, les outils et principes qu'on va aborder dans ces présentations peuvent vous permettre de mieux gérer vos projets, plus efficacement, plus sûrement, et donc vous permettre de profiter beaucoup mieux de tout le positif qu'apportent les projets. Vous pourrez en être fier et fier de ce que vous proposez pour faire avancer notre société. Alors encore une petite remarque avant de commencer vraiment, hein. Il existe des filières en France qui ont mis le paquet sur la gestion de projet, et c'est notamment la filière des ingénieurs. Et si vous avez l'occasion d'en côtoyer un peu régulièrement, je pense que vous vous rendrez compte d'une chose, que ces compétences en gestion de projet leur donnent une grande souplesse dans leur carrière. C'est assez fréquent de voir des ingénieurs se réorienter complètement, changer de filière, en passant de la chimie à l'informatique ou de la métallurgie à des bureaux d'études dans le terrain, dans le tertiaire, pardon, ou encore se lancer dans une entreprise en retombant tout à fait sur leurs pattes parce que la gestion de projet et la dimension de management qui va avec est complètement transversale. Bref, tout ça pour dire que je pense que la gestion de projet c'est important et on va pouvoir commencer avec quelques généralités. Les quatre phases de la gestion de projet. Une des premières choses à savoir, c'est que grosso modo dans un projet, on peut distinguer quatre phases. La conception, la planification, la réalisation et l'évaluation. Ces quatre phases, elles se retrouvent à peu près dans un concept qu'on utilise régulièrement et qui donne un cadre à la gestion de projet qui s'appelle la roue de Deming. Et dans la roue de Deming, on a les mêmes quatre phases, mais qui sont en anglais dans le même ordre, act, plan, do, check. Act, c'est l'idée d'étudier la situation. Plan, c'est planifier. Do, c'est réaliser. Et check, c'est évaluer. Et ce que la roue de Deming propose, c'est également de rentrer dans une logique d'amélioration perpétuelle, en fait, en prenant en compte les enseignements des projets précédents dans la conception du projet actuel ou de sa mise à jour. Bref. La phase de conception. La phase de conception, ça va être vraiment l'idée de penser le projet au mieux. Du moins, de le penser de la manière la plus fine et la plus intelligente au vu des informations qu'on a à disposition. Dans la phase de conception, on fait un grand nombre de choix sur la taille du projet, sur ses modalités, sur son ou ses buts, bien évidemment. On essaye de définir au mieux le projet, donc, et c'est un peu comme si on le rêvait un petit peu. Et on cherche surtout à penser, et c'est un point important, à penser le résultat final, en fait. Qu'est-ce que vous voulez comme résultat à la fin?
le jour J par exemple, si vous organisez un projet ponctuel. Et c'est une phase qui est extrêmement importante et qui est souvent négligée. Elle est souvent négligée parce qu'elle coûte beaucoup d'énergie pour visualiser le projet et essayer d'avoir un maximum d'informations en amont. Et c'est vrai qu'on peut être tenté de se lancer dans le projet en mode on verra bien. Mais quand on se lance dans un projet, eh bien on reviendra dessus, il y a toujours un nombre important d'imprévus. Et ces imprévus, ben, il va nous falloir du temps et de l'énergie et de la disponibilité cognitive pour les gérer. Et si en plus de gérer les imprévus, ben, vous devez en même temps concevoir les grandes lignes directrices de votre projet, ben, il y a fort à parier que vous soyez débordé et que vous foiriez en fait, hein, voilà. Donc la phase de conception, c'est une phase très importante. La phase de planification. La deuxième phase, c'est la phase de planification. Une fois que vous avez conçu votre projet, eh bien, il va falloir le mettre en œuvre. Mais en fait, quand vous avez pensé votre projet dans la phase de conception, normalement, ce que vous avez défini, c'est uniquement le résultat final. Si vous préparez votre mariage, par exemple, dans la phase de conception, précédemment, vous avez défini que vous vouliez un repas avec des plats pour tous les régimes alimentaires, par exemple, omnivore classique, halal, kasher, végétarien, vegan, et en faisant attention aux allergies. Et bien pour ça, il va y avoir un certain nombre d'étapes préalables à mettre en place. Comme par exemple le fait de contacter tous les invités pour leur demander leurs préférences alimentaires. Eh bien ça, c'est différent du résultat final. Et ça, c'est ce qu'on est censé mettre en place dans la phase de planification. Alors, ça peut paraître bizarre hein, de séparer les deux premières phases. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tout penser d'un coup, c'est-à-dire le résultat final et les étapes pour y arriver? Eh bien, sur les projets de petite envergure, c'est possible, hein, il n'y a pas de souci. Mais souvent, les projets vont être très complexes et impliquer un grand nombre d'acteurs, et ça va vous faire du bien, en préparant les réunions, de bien séparer les choses. Bon, en fait, c'est pas tout à fait juste hein, ce que je viens de vous dire, et on reviendra dessus avec quelques concepts précis un peu plus tard. Mais je veux que vous reteniez que séparer les phases de conception et de planification, ça peut vous permettre de gagner en clarté dans votre projet, surtout si vous collaborez avec d'autres personnes. Parce que, comme on a dit, la conception, c'est un peu qu'est-ce qu'on veut comme résultat final. Et la planification, c'est comment on va y arriver. Et si vous construisez une maison, par exemple, et que vous ne travaillez pas dans le bâtiment, c'est assez intelligent de laisser le maçon et les autres spécialistes vous proposer les meilleures manières de faire. Parce que vous, vous ne les connaissez pas. Alors, il faut une commande claire à ce maçon et à ces spécialistes. Eh bien, c'est la phase de conception qui permet ça, et non la phase de planification. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, voilà, dans l'idée, c'est ça la planification, c'est le comment on va réaliser le projet et lister toutes les étapes intermédiaires. La phase de réalisation. La phase de réalisation, c'est pas très compliqué, c'est la mise en œuvre de votre projet. Vous vous mettez en action, vous vous coordonnez avec les différents acteurs du projet et vous le mettez en place. On va pas détailler plus que ça parce qu'on reviendra dessus par la suite quand on va approfondir les notions. La phase d'évaluation. Et enfin, la phase d'évaluation. Elle aussi, elle a tendance à être pas mal négligée. Et elle est négligée parce que, bien souvent, elle doit être pensée avant la réalisation du projet. Et pourtant, elle est essentielle parce que c'est elle qui nous permet de penser l'avenir, de penser le renouvellement du projet, sa passation à une autre équipe, ou encore nous permettre ensuite de réaliser de nouveaux projets de meilleure qualité. Bien, maintenant qu'on a discuté ensemble de ces 4 phases de la gestion de projet, on va pouvoir passer à la suite, une présentation des principaux outils de gestion de projet. Pourquoi des outils de gestion de projet? Pour commencer, je voudrais vous poser une question. C'est quoi un outil? Je veux dire, à quoi ça sert en fait d'avoir des outils? Eh ben, c'est assez concret avec un outil comme, je sais pas moi, un marteau. Un marteau, c'est quelque chose qui nous permet d'enfoncer un clou, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire sans cet outil. Si vous prenez une bêche, par exemple, c'est un outil qui est hyper utile pour retourner la terre, et c'est sacrément difficile de faire ça, en fait. Et c'est très long de retourner la terre à la main autrement. Et donc, ça part d'un constat assez simple. Spontanément, naturellement, nos capacités sont limitées. Vous pouvez vous lever tôt pour planter un clou dans une planche sans vous blesser à la main, ou bien retourner la terre de votre jardin à la main. Et donc les outils nous permettent de dépasser nos capacités en fait, dépasser nos capacités qui sont donc limitées. Sauf que les outils qu'on va voir, c'est pas des outils concrets comme des marteaux ou des bêches. Ce qu'on va voir, c'est des outils conceptuels, des outils intellectuels quoi. Mais en fait, ils jouent le même rôle.
Et l'incapacité à laquelle ils répondent, et qu'ils permettent de dépasser, c'est notre capacité à penser notre projet, à le visualiser d'une manière à la fois globale et précise. Notre cerveau peut gérer une quantité limitée d'informations et vous allez gérer des projets qui vous dépassent. Et ces outils-là, qu'on va explorer, eh ben, ils vont vous permettre d'y voir plus clair, de penser plus grand, de faire moins d'erreurs, bref, de booster vos capacités. Le brainstorming. Allez, on commence avec le premier outil qui est absolument fondamental à mon sens, le brainstorming. Le brainstorming, c'est un outil qui souffre d'un biais majeur. Il a été tellement utilisé, il est tellement connu, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le trouver absolument trivial, ordinaire, surfait, pardon, et qui rechignent à l'utiliser parce qu'en fait, bah, il manque de classe, quoi. Et pourtant, à titre personnel, je le trouve vraiment fantastique, et je l'utilise très 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 souvent. Pour préparer un projet, pour préparer un cours, pour moi, c'est vraiment un fondamental, hein. Alors, qu'est-ce que c'est un brainstorming? Bah, ça veut dire tempête de cerveau en anglais, et c'est quelque chose qui peut se faire seul, mais qui marche encore mieux en groupe. L'idée, c'est de définir un thème, et de dire toutes les choses qui nous passent par la tête à propos de ce thème. Et bien sûr, de les noter. Sur un papier, sur un tableau, peu importe. Et alors, un principe majeur du brainstorming, c'est sans filtre. C'est hyper important d'accepter de dire des choses farfelues, de dire des choses qui ne nous semblent pas crédibles, de dire des choses dont on n'est pas sûr, des choses évidentes qu'on a déjà dit, ou bien des choses surréalistes. Parce que, parce que bien souvent, bah, c'est à partir de choses dites à l'arrache qu'on a d'excellentes idées qui vont ajouter une vraie dimension intéressante à notre projet. Donc voilà, imaginez-vous la scène, on a un tableau avec une ou deux personnes qui prennent des notes, et tous les autres qui balancent toutes leurs idées de manière désorganisée, sans filtre, et on note tout. Il faudra penser aux assurances. Oh, et le DJ, il faut bien le choisir. Il faudra trouver quelqu'un qui a déjà fait ça. Il faut mettre de la cohésion dans la journée. Attention à pas nous épuiser par contre. Et parfois, ça peut être des phrases, parfois ça peut être des mots-clés, mais l'idée, c'est de se lâcher. J'ai fait la même chose pour la rédaction du script de cette vidéo, hein. Bon, j'étais seul, mais dans l'idée, moi, j'ai pris 10 minutes pour noter tous les éléments qui étaient importants, en vrac, et pour être sûr de rien oublier. Et à partir de là, je les ai organisés dans un plan structuré, et j'étais à peu près sûr d'avoir fait le tour de la question. Et donc j'ai pu commencer à rédiger avec l'esprit pleinement disponible pour la rédaction. Alors, les brainstorming, on peut les utiliser pour plein de raisons. Pour être sûr de rien oublier, pour faire émerger de nouvelles idées, pour faire de la cohésion d'équipe, parce que souvent c'est assez drôle et c'est un bon moment, pour intégrer une personne qui découvre un projet et lui faire comprendre les différentes dimensions du projet de manière ludique, pour avoir un aperçu de ce que pense un groupe de personnes sur un sujet, comme quand vous commencez une formation ou une réunion par exemple, bah, ça vous permet de savoir assez vite si vous avez face à vous des personnes expertes, débutantes, de savoir si le groupe il est plutôt homogène en termes de connaissances ou bien hétérogène, et puis d'avoir une idée de la dynamique du groupe et de ses représentations, c'est-à-dire ces images mentales sur le sujet que vous leur proposez. Et il y en a probablement d'autres en fait. En tout cas, c'est quelque chose de très riche et que je vous suggère d'utiliser régulièrement, à condition de ressentir et d'essayer de savoir comment bien le faire en fait. Alors si vous gérez un projet seul, vous pouvez aussi envisager l'idée d'un brainstorming, mais étalé dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir sur vous un petit carnet ou une note sur votre téléphone ou une note dans un service dans le cloud, et vous pouvez y noter les idées qui pourraient pop dans votre tête au cours des différents moments de vos journées. Quand vous êtes dans les transports et que vous discutez avec quelqu'un en soirée, etc., bah, si vous avez des idées intéressantes qui viennent, des références ou autres, notez-les à la volée rapidement et vous pourrez y revenir plus tard au moment où vous bosserez vraiment votre projet. Bon, du coup, c'est plus vraiment un brainstorming, mais c'est une bonne habitude à prendre que je vous suggère si vous ne le faites pas déjà. Alors, il existe une variante du brainstorming qu'on appelle le métaplan. C'est à peu près la même chose, mais vous devez avoir défini auparavant un certain nombre de catégories. Et vous demandez aux gens, ou à vous-même, de remplir ces catégories que vous auriez matérialisées sous une forme de tableau, par exemple. Quand on utilise un métaplan, on gagne en structure, mais on perd en spontanéité et en idées nouvelles. Et ça devient déjà plus un outil pédagogique pour induire quelque chose qu'un outil qu'on pourrait appeler, le vrai terme ce serait heuristique. Heuristique, ça vient de Eureka et du sentiment qui va avec l'idée d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir donné du sens, bref. Et donc une activité heuristique, c'est quelque chose qui fait émerger de nouvelles idées et qui permet de faire des liens. Le QQOQ-CCP. Alors un autre outil intéressant, c'est quelque chose qui peut se résumer sous le nom barbare de QQOQ-CCP. C'est l'acronyme de qui, quoi, où, quand, combien, comment et pourquoi.
Le QQQCCP, c'est un moyen de faire le point sur un projet en se posant toutes ces questions-là qu'on vient de citer et en cherchant à y répondre. Alors il faut savoir que ça reste quand même quelque chose de plutôt approximatif, un peu brouillon, et qui se transformera volontiers en un outil plus élaboré qu'on appelle une fiche projet, et dont on va parler un petit peu juste après. Mais voilà, un QQ au QCCP, l'avantage c'est que ça s'écrit sur une feuille quand on est tout seul, ça se gribouille rapidement, ou bien sur un tableau quand on est en groupe, peu importe. Et, et ça peut avoir l'air simple comme ça, vous pouvez vous dire que vous n'en avez pas besoin. Moi je suis prêt à parier que sur un projet sur deux, eh ben, vous vous laisserez surprendre par une ou plusieurs questions auxquelles vous n'aurez pas pensé. Alors, il y a un tout petit point de nuance, c'est que sur l'acronyme qui, il faut penser non seulement qui, mais aussi à qui, ou bien pour qui. Et donc voilà, si on garde l'exemple de la maison de santé pluridisciplinaire dont on a parlé tout à l'heure, et si on répond approximativement à un QQQCCP, ça donne qui? Les trois professionnels de santé et qui organisent, et un total final de 10 professionnels dans la maison. À qui et pour qui? Pour des patients qui ont besoin de soins en ville et de soins à domicile, avec une spécialisation sur les populations demandant une approche pluridisciplinaire, comme le diabète et l'obésité et les douleurs chroniques. Quoi? Créer une maison de santé pluridisciplinaire? Ou dans le centre-ville, en rez-de-chaussée. Quand? Un lancement en septembre de l'année prochaine. Combien? 10 professionnels de santé pour un total de 500 patients par semaine environ et un prêt de 1 million d'euros. Comment? En créant la structure à partir d'un hangar désaffecté qui est actuellement à vendre. Pourquoi? Parce qu'il semble y avoir un manque de professionnels dans cette zone géographique et que les prises en charge pluridisciplinaires sont nécessaires pour les patients, mais qu'elles sont compliquées en raison de la distance géographique des professionnels entre eux. Voilà en gros un exemple de QQQCCP, non, mais là c'est fait très rapidement, hein. Normalement on passe beaucoup plus de temps à rédiger ça et on rentre dans les détails, et il y a plein de sous-questions et des dimensions très différentes. Mais l'idée c'est ça, c'est de faire le tour du sujet. Et c'est assez pratique parce que si vous voulez présenter le sujet à quelqu'un, eh bien vous pouvez lui montrer ça. Une fois remis au propre, bien sûr. Parce que voilà, le QQQCP, c'est un bon outil pour clarifier un projet assez rapidement et pour prendre conscience de ses différentes dimensions. Dans l'idéal, et surtout si vous avez des partenaires qui sont sérieux et qu'il faut convaincre, eh bien il peut être intéressant de transformer ce QQQCCP pardon, en quelque chose de mieux présenté qu'on appelle une fiche projet. Et à ce moment-là, eh ben, ça peut être vraiment intéressant de changer l'ordre de cette question, de pas forcément les faire apparaître en tant que telles, de mettre le pourquoi en premier, histoire de justifier et développer le besoin auquel le projet répond. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on va rentrer dans des compétences rédactionnelles et du design, mais je pense que vous avez compris l'idée. Les diagrammes SWOT. Un autre outil assez classique qu'on peut utiliser dans la phase de conception de notre projet, et pas que dans la phase de conception, hein, en fait on peut l'utiliser tout au long de notre projet pour faire des points d'étape, c'est ce qu'on appelle un diagramme SWOT. SWOT, ça veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats, c'est-à-dire les mots anglais pour dire force, faiblesse, opportunité et menace. L'idée, c'est de faire un état des lieux du projet, on l'a déjà dit, en distinguant d'une part les éléments positifs et les éléments négatifs, et d'autre part ce qui est interne ou externe à l'équipe qui gère le projet. Donc on fait un tableau à double entrée en fait, avec 4 grandes cases, et si on choisit l'exemple de 3 professionnels de santé qui se lancent dans la création d'une maison de santé pluridisciplinaire, on pourrait remplir les cases comme suit, mais je vais inventer, hein. Dans la case force, c'est-à-dire quelque chose d'interne à l'équipe et de positif, on pourrait lister ça. On se connaît bien et on arrive à collaborer ensemble. On a une situation familiale qui nous permet d'avoir du temps pour organiser le projet. On connaît bien le quartier autour. On a bien étudié les intérêts et les principes de la pluridisciplinarité. Bon, c'est pas exhaustif, hein, normalement dans un diagramme SWOT, il y a aussi beaucoup plus d'éléments que ça, mais c'est vraiment pour l'exemple. Bref. Dans la case faiblesse, c'est-à-dire quelque chose d'interne à l'équipe mais de négatif, on pourrait lister. C'est la première fois qu'on fait un projet d'une telle ampleur, on ne connaît pas très bien les réglementations pour les locaux professionnels, et on n'a pas une grosse réserve financière. Dans la case opportunité, c'est-à-dire les éléments positifs et extérieurs, on pourrait dire on a un réseau de médecins généralistes qui sont très motivés par le projet, l'agence régionale de santé encourage et soutient les projets comme le nôtre, et on a des patients réguliers qui sont professionnels de la politique et qui nous aiment bien et ils peuvent jouer de leur influence. Et dans la case menace, on peut dire que les banques sont assez frileuses pour prêter de grosses sommes d'argent en contexte de crise économique, par exemple.
L'un d'entre nous commence à envisager sérieusement un projet d'enfant, et une autre maison de santé pluridisciplinaire serait en train d'ouvrir à 700 mètres du local qu'on cherche à créer. Et voilà, une fois que le diagramme est réalisé, eh bien, bah, vous avez un panorama de ce sur quoi vous pouvez travailler. Et soit vous développez encore vos points forts, soit vous compensez vos points faibles. Dans notre exemple, ça pourrait être de plancher sur la réglementation des locaux professionnels pour compenser cette faiblesse, ou encore de solliciter votre patient politicien pour qu'il vous mette en contact avec les bonnes personnes. Oui, parce que actuellement, souvent la politique, c'est beaucoup de ça. Bref, à utiliser régulièrement, et c'est aussi un outil qui est intéressant pour lancer des dynamiques dans un groupe, lancer des discussions, etc. La lettre du futur. Alors, je voudrais vous proposer un outil intéressant que j'ai découvert plus tardivement par rapport aux autres outils de gestion de projet. Et je connaissais pas vraiment le nom officiel, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais ça pourrait s'appeler la lettre du futur, ou la lettre depuis le futur. C'est un outil qui s'utilise volontiers pour pousser un individu ou une organisation au changement. J'ai appris d'ailleurs que c'était aussi un outil utilisé en psychologie avec des patients qui ont du mal à sortir de leur comportement et leurs pensées actuelles. L'idée, c'est la suivante. Imaginez que vous êtes dans le futur, 3 ans plus tard, par rapport à maintenant, enfin vous choisissez la date que vous voulez, et vous avez réussi votre projet. Votre organisation a réussi à être ce qu'elle voulait être. Ou bien vous-même, vous avez réussi à être ce que vous vouliez être. Et vous racontez comment vous fonctionnez maintenant et quels sont les obstacles que vous avez identifiés et dépassés. Et c'est quelque chose à écrire de manière littéraire en fait, de manière souple et vivante. Et je vous donne un exemple. Ça y est, notre maison de santé fonctionne maintenant à merveille. Ça nous a pris 4 longues années, et le résultat est là. On a 10 professionnels de santé qui travaillent main dans la main pour le bien-être des patients. On est fiers de beaucoup de choses dans notre parcours. On a réussi à recruter des professionnels vraiment compétents déjà. Au début, faire des entretiens d'embauche, ou du moins des rendez-vous, c'était long et fastidieux, mais ça valait la peine. Toute l'équipe est ultra motivée à l'écoute des uns et des autres. On est très fiers aussi d'avoir réussi à développer des moments informels. Ça se voit au quotidien maintenant. Les médecins, les kinés, les infirmières et les psychologues mangent ensemble dans la salle commune, celle avec le canapé. Et c'est toujours le même schéma dans le repas. D'abord on râle sur les patients qui nous ont ennuyés, puis on en vient à parler de nos métiers et des lectures qu'on a pu faire dans la semaine. Résultat, il se passe pas une semaine sans qu'on ait appris quelque chose de nouveau sur la profession des autres. Et ça aide à la collaboration. Au début, c'était pas évident, et on a quand même insisté pour que cette pause de repas commune puisse exister. Certains ont rechigné parce qu'ils pouvaient placer des patients à ce créneau-là, et ils auraient pu partir plus vite à la fin de la journée. Mais il a fallu demander quelques fois et leur faire vivre quelques repas pour qu'ils se rendent compte que c'est un moment de plaisir et de partage et que c'est vraiment utile. Sur le plan financier aussi, ça roule bien. On a réussi à être très clair dans la demande de participation. Une participation adaptée au temps de travail, avec une petite marge pour nous trois, les associés de la structure, mais qui nous permet de gérer les imprévus et de ne pas leur demander plus. On est fiers d'avoir fixé le bon tarif dès le début avec cette marge, et de ne pas l'avoir augmenté au fur et à mesure des galères qu'on a rencontrées. Bref, vous voyez l'idée? Ce que je trouve vraiment intéressant dans cet outil, c'est la dimension motivationnelle. Quand on lit cette lettre dans le futur, on se laisse aller à rêver en fait. Et on se laisse aller à de nouvelles idées, à un fonctionnement idéal. Et ça aide surtout à identifier le but précis qu'on veut atteindre et les étapes pour y arriver. C'est rédigé avec une dynamique positive, le sentiment de plénitude et d'accomplissement du projet réussi, et c'est quelque chose de très fort pour persuader les gens à rejoindre votre projet ou à y adhérer, parce que c'est riche en émotions, justement. Si vous aimez écrire, vous allez vous en donner à cœur joie. Mixez les styles, les intrigues, mettez de la surprise, de jolies métaphores, bref, lâchez-vous. Et si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, eh ben ça peut être un bon exercice pour vous. Faites quelque chose de joli, de clair, de structuré. Apprendre à écrire de manière fluide et efficace, en fait, ça apporte énormément au quotidien. Bref, voilà, pour modifier une équipe ou pour vous motiver vous, utilisez ça, la lettre du futur. La hiérarchie des objectifs et les objectifs SMART. Ok, passons à la suite. Votre projet, assez logiquement, doit avoir un but. D'ailleurs, si vous devez manager une équipe, il peut être pertinent de rappeler régulièrement l'objectif final de votre projet parce que c'est quelque chose de motivant. Et d'ailleurs, on va pouvoir discuter de quelques principes à propos des objectifs parce que, eh bien, il y a souvent des confusions vocabilistiques à ce sujet. Quand vous menez un projet, on va pouvoir décliner différents objectifs et surtout différents niveaux d'objectifs. Le premier niveau d'objectif, c'est un objectif unique qui va être plutôt abstrait
et qu'on va pouvoir appeler l'objectif final. C'est l'idée de porter des valeurs, de contribuer à la société d'une manière assez globale, et c'est, enfin, ouais, c'est la finalité absolue de votre projet, en fait. Par exemple, si on continue de filer l'exemple de la maison de santé pluridisciplinaire, leur objectif final, ça va être quelque chose d'abstrait qu'on pourrait formuler en disant contribuer à la santé des citoyens. Bon, vous avez vu, c'est très large, mais c'est le point de départ. Et en partant de là, cet objectif, on va pouvoir le décomposer en plusieurs sous-objectifs. Par exemple, répondre aux besoins des patients chroniques, promouvoir une santé globale et pas seulement centrée sur la maladie, favoriser la coopération des professionnels de santé et encourager le développement des compétences des professionnels de santé. Et donc ces quatre objectifs, vous l'avez vu, ils sont au service du premier. Il pourrait y avoir d'autres objectifs, bien sûr, hein, mais vous, dans votre projet, vous êtes amené à faire un choix et vous pouvez vous fixer, par exemple, les objectifs qu'on vient de nommer. Et ça, en fait, ces quatre objectifs qu'on a nommés, c'est un deuxième niveau d'objectifs. Ils sont plus précis et plus nombreux. Et alors, on peut leur donner des noms, en fait, un nom un peu plus spécifique, et certains les appellent les objectifs stratégiques. En fait, on se fiche un peu du nom, en fait. Et vous me voyez venir, ces objectifs stratégiques, on peut les décliner, les décomposer en d'autres sous-objectifs. Par exemple, favoriser la coopération des professionnels de santé, eh bien, on peut le décliner comme suit. Créer une maison de santé pluridisciplinaire, organiser des soirées de conférences-débats interprofessionnels, intervenir dans la formation initiale des professionnels de santé. Ce nouveau niveau d'objectif, on pourrait l'appeler les objectifs opérationnels, par exemple. Et ainsi de suite, créer une maison de santé pluridisciplinaire, on peut le décomposer en faire une étude de marché pour comprendre les besoins de santé de la population locale, acheter un local, réunir une équipe de professionnels motivés et compétents, monter un dossier de financement pour que les banques nous accordent un prêt, etc. Et cette déclinaison des objectifs, en fait, elle continue jusqu'aux petites tâches du quotidien. Alors, peut-être que des experts de la gestion de projet tiqueront un peu sur ce que je vais dire là, mais quand je dis qu'on a une sorte de confusion vocabulistique, c'est qu'en fait, ces choses-là, à mon sens, ce sont à la fois des objectifs, des moyens et des tâches, voire même des principes. Je veux dire, acheter un local, c'est un moyen pour atteindre son but, mais qui est de favoriser la coopération, le but c'est de favoriser la coopération des professionnels de santé. Mais c'est aussi un but en soi, parce qu'il va falloir faire un paquet de choses pour l'atteindre, cet objectif d'acheter un local. Et d'une certaine manière, on pourrait aussi dire que c'est une tâche à faire, quelque chose à réaliser. Donc ce truc-là, bah, c'est à la fois un objectif, un moyen et une tâche. Alors, si des spécialistes du sujet ont conceptualisé ça, moi je suis preneur, mais en tout cas, je ne suis pas hyper pointu là-dessus, mais pour moi c'est quelque chose de notable. Et puis, on peut se retrouver avec des objectifs qui sont aussi des principes, en quelque sorte. Par exemple, on pourrait imaginer que dans la cascade des objectifs qu'on a inventés, en exemple, on puisse considérer comme important d'éviter les burn-out chez les professionnels de santé. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils se détruisent la santé pour celle des autres, en fait. Et même de manière assez pragmatique, on travaille plus efficacement en faisant moins d'erreurs quand on est en bonne forme physique comme morale. Alors ça, en plus d'être un moyen et un objectif, ben, c'est aussi un principe de travail, entre guillemets. Bref, je sais pas vraiment comment le nommer, mais en tout cas, on va pas s'écharper pour des histoires de vocabulaire, et juste ayons conscience de cette modularité des trucs conceptuels qu'on manipule. Et on va ajouter un petit point de précision, c'est que parfois, un même moyen peut servir plusieurs objectifs. Par exemple, créer une maison de santé pluridisciplinaire peut servir à la fois à répondre aux besoins des patients chroniques, et à la fois favoriser à la coopération des professionnels de santé entre eux, et à promouvoir une vision globale de la santé. Et là, comme certains diraient, c'est un bordel. Et oui, c'est ça la vraie vie, et c'est ça même ce qu'on pourrait appeler la complexité. Vous pouvez imaginer les choses comme suit. Face à vous, vous visualisez un tableau avec plusieurs colonnes. La première colonne, c'est l'objectif final. La deuxième, c'est les objectifs de niveau 2 ou objectifs stratégiques. Puis après, la colonne de niveau 3 avec les objectifs opérationnels, etc. Et vous pouvez relier avec des traits quels objectifs composent quoi. Et donc, si on reprend le déroulé de notre réflexion, au début, tout est à peu près hiérarchique et ordonné. Mais si on considère que certains moyens ou sous-objectifs sont en fait au service de plusieurs objectifs, eh bien, ça devient absolument chaotique et ça part dans tous les sens. Et quand je parle de complexité, c'est pas un mot que j'utilise au hasard, c'est un concept mis en avant notamment par Edgar Morin,
et que je vous recommande fortement d'aller explorer dans son travail, notamment en écoutant ses conférences disponibles en ligne. Je trouve que c'est la manière la plus rapide et accessible de comprendre ces logiques-là. Et bon, quand même, si on devait résumer, on pourrait tenter de dire que la complexité, c'est un système où il y a un grand nombre d'éléments en interaction, et ouais, bon, ouais, oui, on va en rester là. Euh, je ne vais pas détailler les autres propriétés de la complexité, comme les émergences ou l'incertitude, tout ça, mais voilà, gardons en tête qu'il y a un grand nombre d'interactions. Donc voilà, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien, d'une part, parce qu'il faut que vous ayez une vision globale de votre projet, et donc que vous ayez conscience des différents niveaux d'objectifs. Mais d'autre part, vous allez devoir penser à ça pour évaluer votre projet. Et ça se pense dès le départ. Alors quand même, une toute petite parenthèse, c'est que ce qu'on vient de faire là en déclinant des objectifs et leur niveau, bah, je ne sais pas à quel point ça se met à l'écrit réellement. Moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais fait dans les projets que j'ai menés, mais peut-être que certains le formalisent, et voilà. Ce qui compte surtout, à mon sens, c'est l'idée qu'il y a derrière, en fait. C'est l'idée qu'il existe différents niveaux d'objectifs. Bref, du coup, on va parler d'évaluation. Parce que dans cette complexité d'objectifs, de moyens, de principes, vous allez pouvoir choisir certains objectifs un peu plus précis. Et ces objectifs, vous allez pouvoir les formaliser sous une forme particulière qu'on appelle les objectifs SMART. SMART, ça veut dire simple, mesurable, acceptable, réaliste, temporel et écologique. Alors, le écologique, on ne le voit pas chez tout le monde, hein, c'est pas très courant, mais je vous en parle quand même parce que je trouve que c'est assez intelligent. Donc dans votre projet, vous allez en sélectionner certains des objectifs, ça peut être 5, ça peut être 10, et vous allez les considérer comme étant des indicateurs de la réussite de votre projet. C'est-à-dire que si les objectifs sont remplis, on peut considérer que votre projet est réussi. Et alors ces objectifs, vous allez devoir être précis avec, et vous allez devoir les transformer, ou du moins les formaliser, avec l'acronyme, pardon, SMART. Parce que si on reste sur un objectif du genre favoriser les échanges entre professionnels de santé, eh ben, comment est-ce que vous savez si votre objectif est atteint ou non? Vous évaluez ça comment? Au feeling? Et puis d'abord, c'est quoi des échanges? Et donc, c'est trop flou et on va transformer cet objectif en un objectif SMART. Alors, pour le S, il faut d'abord que l'objectif soit simple, c'est-à-dire que ça doit être clair. Si vous écrivez encourager les échanges interprofessionnels, articulant efficacement les liens informels, la construction identitaire et le développement des professionnels, là votre objectif il n'est pas simple. Donc on va rester sur les échanges de manière globale, simple, basique. Il faut que l'objectif soit mesurable pour le M. Et pour ça, on va devoir définir deux notions supplémentaires que sont les critères et les indicateurs. Un critère de jugement, en gros, bah, c'est un paramètre. Ça peut être la taille d'un individu, par exemple, ou bien le nombre de rendez-vous, ou bien un score de satisfaction. Et un indicateur de jugement, c'est, dans un critère déjà défini, un seuil qu'on va considérer comme correspondant à notre objectif. Comme par exemple une taille supérieure à 1,90 m pour jouer au basket, par exemple. Ou alors au moins 3 rendez-vous mensuels. Dans notre exemple sur les échanges entre professionnels, on va pouvoir définir comme critère le nombre de repas partagés par les professionnels et comme indicateur le fait qu'il y en ait au moins 3 par mois. Ce qui transforme notre objectif et ça donne ça. Encourager les échanges interprofessionnels en réalisant au moins 3 repas partagés par mois. Voilà, donc notre objectif il est simple et mesurable. Maintenant, il faut aussi qu'il soit acceptable. On peut dire aussi atteignable. Et c'est l'idée que le projet doit, en fait, qu'il soit accepté par la communauté de personnes qui vont être concernées par le projet. Dans notre exemple, il est plutôt déjà acceptable, mais si on avait orienté l'objectif en disant encourager les échanges interprofessionnels en formant les professionnels à des techniques de soins qui ne sont pas dans leur domaine d'activité, là, ça n'aurait pas été acceptable sur le plan sociologique, déontologique, par exemple. Le R de SMART pour réaliste, ça veut dire qu'il faut aussi que l'objectif soit réaliste en termes de ressources, des ressources temporelles et financières notamment. Si on avait formulé notre objectif en disant encourager les échanges interprofessionnels en réalisant au moins 28 repas partagés par mois, c'est absolument pas réaliste. Ça laisse aucune marge de manœuvre aux membres du projet et donc ça va foirer.
Temporel, ça veut dire temporellement défini. Et il va y avoir un moment, en fait, où le projet il va devoir être évalué et il faut le préciser en amont dans l'objectif. Et donc, ça transformera l'objectif en encourager les échanges professionnels en réalisant au moins 3 repas partagés par mois jusqu'au mois de décembre. Définir temporellement le projet, ça permettra notamment d'éviter les fuites en avant de projets qui s'arrêtent jamais et qu'on étale trop dans le temps. Bref. Et écologique, bon, c'est une lettre en option qui vise à préciser que le projet doit respecter les équilibres de son environnement. Ça ne veut pas dire spécialement la protection des écosystèmes naturels, hein. Environnement, ça peut être un environnement abstrait. Dans notre exemple, il faudrait que les échanges interprofessionnels n'en viennent pas à prendre trop de place et pousser les professionnels de santé à négliger les prises en charge habituelles de leurs patients. Ou alors que ça en viendrait à les épuiser ou les faire négliger leur vie personnelle. Ça, ce serait pas écologique. Dans le cas de projets solidaires, par exemple, qui fonctionnent avec des ressources financières limitées, parce que c'est des subventions, eh bien, ça reviendrait à ne pas leur faire concurrence en siphonnant les subventions dont ils auraient pu bénéficier, par exemple. C'est ça, écologique, c'est ça, respecter les équilibres. Bref, voilà, pour réaliser des objectifs SMART, il faut les formaliser de cette manière. Et on notera un point absolument essentiel, en particulier pour les projets complexes et ambitieux, c'est que les objectifs SMART, ça ne fait pas tout. Et oui, dans la vie, tout n'est pas mesurable, tout ne peut pas s'expliciter, et sans rentrer dans des notions de philosophie des sciences, eh bien, c'est essentiel d'avoir conscience que ces objectifs SMART, bah, c'est juste des indices, des indicateurs, mais que c'est pas forcément la réalité. Parfois, certains projets sont très réussis, même si les objectifs SMART ne sont pas atteints. Par exemple, dans le cas des repas interprofessionnels, on peut imaginer que vous ayez réussi à mettre en place seulement un repas par mois, mais que ces repas étaient tellement riches et motivants et étonnants et dynamiques, bah, que ce seul repas mensuel aura changé les mentalités des professionnels et leur aura appris énormément de choses. A l'inverse, on peut imaginer que vos 3 repas mensuels aient eu lieu, mais qu'ils aient été d'une platitude effarante et que tout le monde y va en traînant les pieds. Là, votre objectif SMART, il aura été atteint. Mais est-ce que le projet est vraiment une réussite? Bon, c'est un exemple simplifié, hein, on aurait d'autres moyens d'évaluer la qualité, mais en soi, le propos est correct. Dans un monde aussi complexe, on ne peut pas tout mesurer et tout évaluer objectivement. Et il faut absolument éviter des dérives comme celles qu'on peut décrire en disant quand l'indicateur devient l'objectif. Quand l'indicateur devient l'objectif, c'est comme quand on veut faire augmenter le PIB d'un pays sans se soucier de l'utilité sociale des activités générant ce PIB. C'est comme quand on veut avoir une bonne note à l'examen, mais en oubliant tout 2 semaines après et en étant incapable de mobiliser les connaissances en situation. Ou bien c'est de chercher à faire baisser le chômage à tout prix dans un pays sans se poser des questions sur est-ce que les emplois créés sont utiles, de qualité, sains, sécurisants, ou encore promouvoir une agriculture qui produit beaucoup, 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 beaucoup en quantité, mais en se fichant de la qualité nutritive des produits, de la résistance des plantes aux intempéries ou aux maladies, à l'impact des écosystèmes sur la santé des individus, ah non, pardon, à l'impact sur les écosystèmes ou à la santé des individus qui la consomment. Dans tous les cas, un indicateur qui devrait nous guider pour suivre l'évolution d'une réalité complexe et multifactorielle a été ou peut être malheureusement érigé au rang d'objectif absolu. Et bref, ne faites pas ça et apprenez à utiliser des objectifs SMART, certes, mais avec du recul. Les listes de tâches et le rétro-planning. Alors, passons à la suite. On a vu tout à l'heure qu'un objectif pouvait être décomposé en plein de sous-objectifs. Et ça, plus on s'avance dans la gestion d'un projet, en particulier dans sa phase de planification, plus les objectifs deviennent des tâches très simples à faire, très concrètes. Et alors, votre job, quand vous allez commencer à planifier votre projet, ça va être de lister ces tâches efficacement. Vous allez assez vite vous rendre compte que certaines tâches sont conditionnées à d'autres tâches précédentes. Par exemple, je ne sais pas moi, pour faire une affiche de promotion d'un événement, il faut que vous sachiez déjà le lieu, la date et le nombre de personnes maximales de l'événement. Donc ces tâches-là précèdent la tâche de réalisation de l'affiche, ce sont des prérequis. Et alors, vous allez pouvoir organiser ces tâches en réalisant ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est un planning en fait, mais qui se réalise en allant en arrière, en remontant le temps. Je m'explique. Vous allez partir de votre résultat final, c'est-à-dire de votre projet tel qu'il est conçu. Allez, pour changer, on va prendre l'exemple d'un mariage. Dans le mariage, vous allez vouloir un buffet. Vous l'avez imaginé, comme on l'a vu précédemment,
euh, que le buffet devra, et vous avez imaginé que le buffet devra s'adapter au régime alimentaire de chacun. Ok, vous avez ça en tête? Bon, on a quelque chose de relativement simple. Alors on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour que le buffet soit prêt? Eh bien, il faut avoir commandé un traiteur et avoir pu briefer ce traiteur sur le lieu du mariage. Ok. Donc, pour le briefer sur le lieu du mariage, il faut par exemple avoir fait un plan du lieu du mariage pour que le traiteur puisse s'organiser. Et puis, il faut aussi que le programme de la soirée ait été fait, de manière à ce qu'il sache quoi servir comme plat et quand. Bon, alors là, du coup, on a cette liste de tâches. Envoyer le programme de la soirée au traiteur, envoyer les plans du lieu au traiteur, prendre un rendez-vous pour vérifier qu'il ait bien compris le programme. Ok. Eh bien, ces tâches, on va dire qu'il faut que ça soit prêt, admettons, 2 semaines avant le mariage. Donc on va faire un joli tableau avec le temps qui est écrit horizontalement et avec la deadline, le jour J, qui est le jour du mariage. Et avant, eh bien, il y a différentes tâches à réaliser. Et on fait une case par semaine, par exemple, ou une case par jour, au choix. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est l'échelle. On définit une case par jour ou une case par semaine en fonction de voilà, quel zoom vous voulez avoir. Et alors, on va noter 2 semaines avant le mariage que ces tâches-là doivent être faites. Vous notez une deadline, une date butoir pour ces deux tâches. Mais continuons de remonter. Pour envoyer le programme de la soirée au traiteur, eh bien, il faut l'avoir fait déjà, le programme. Et ça prend du temps. Alors, on peut dire, pour se laisser de la marge, bah, qu'il faut avoir préparé le programme un mois avant le mariage. Et on peut dire que c'est la même chose pour les plans du bâtiment pour le traiteur. Il faut qu'il soit prêt un mois avant le mariage. Alors, hop, on le note dans le rétroplanning. Et vous avez remarqué que ces tâches sont des prérequis aux tâches suivantes. Et on continue de remonter. Pour faire le plan des lieux, eh ben, il faut avoir confirmé la location du lieu, et donc visiter. Et ainsi de suite, on va noter les tâches de plus en plus en amont. Et encore là, on est resté soft, mais on pourrait aller beaucoup plus loin sur ce même exemple, parce que pour que le traiteur puisse préparer des plats adaptés aux préférences alimentaires de chacun, bah, il faut avoir une estimation du nombre de participants, et donc récolter toutes les participations. Il faut avoir reçu les préférences de tout le monde, et donc il faut avoir créé et diffusé par exemple un questionnaire en amont, et vérifier que suffisamment de monde a répondu, etc. Ce travail de décomposition des tâches et d'ordonnancement temporel, c'est une gymnastique intellectuelle, mais qui vaut la peine d'être réalisée, surtout si vous travaillez avec des projets de grande ampleur, et vous allez devoir déléguer ces tâches, et collaborer avec des personnes qui vont mettre du temps à vous répondre, potentiellement. Donc, il faut anticiper. Et alors, quand vous avez terminé de rédiger votre rétroplanning, par contre, c'est plutôt chouette. Parce que vous avez juste besoin de lire chronologiquement les tâches à faire. Si aujourd'hui on est 3 mois avant le mariage, bah, vous regardez verticalement dans votre rétroplanning pour savoir quoi faire à la date du jour. Vous voyez l'idée? Bon voilà, faire un rétroplanning, c'est ça. C'est une manière d'organiser les tâches dans le temps. C'est une petite gymnastique au début, mais c'est intéressant et ça devient indispensable dès que le projet prend de l'ampleur. Et d'ailleurs, pour information, un rétroplanning, tel que je vous l'ai présenté, ça s'appelle aussi un diagramme de Gantt. Alors, on pourrait apporter un petit complément à la notion de rétroplanning en ajoutant que parfois, il y a des tâches routinières déjà, et d'ailleurs, que ce soit pour des tâches routinières ou pour des tâches ponctuelles, on peut intégrer notre organisation, c'est-à-dire notre équipe, à ce rétroplanning en ajoutant ce qu'on appelle une matrice des responsabilités, qu'on peut formaliser notamment sous l'acronyme RACI, R-A-C-I. RACI, ça veut dire réalisateur, approbateur, consulté, informé. Et on dit, pour cette tâche, ou ce type de tâche, qui est chargé de faire cette tâche? C'est le réalisateur. Qui doit contrôler que c'est bien fait? C'est l'approbateur. Qui doit être consulté avant de prendre la décision? C'est eh bien les consultés. Et qui doit être informé de cette décision? C'est les personnes informées. Voilà, une matrice des responsabilités, ça peut être fait complètement indépendamment dans rétroplanning, et ça peut s'intégrer, on verra plus tard, aux fiches de poste. Le scénario catastrophe. Alors, déjà, j'espère que vous tenez et que vous suivez bien cette vidéo, et que c'est ni trop évident, ni trop abstrait ce que je vous raconte. Bref. Si on continue avec un autre outil qui s'appelle le scénario catastrophe, je peux vous le présenter comme ça. Dans la vraie vie, rien ne se passe jamais comme prévu, y compris les projets, et en particulier les projets qui se déroulent de manière ponctuelle, en un temps défini, comme l'organisation d'un événement. Alors pour anticiper les imprévus, il peut y avoir une activité assez amusante à faire qui s'appelle les scénarios catastrophes. Ça se fait seul ou en groupe, et ça se fait en 2 temps.
Dans un premier temps, on fait comme une sorte de brainstorming, mais on cherche spécifiquement à imaginer toutes les choses qui pourraient nous arriver, des plus anodines aux plus dingues. Et on liste tout, on est exhaustif. Il pleut, on a une panne de courant, quelqu'un fait un malaise, la musique est nulle, un invité se transforme en loup-garou, et la nourriture est mauvaise, ou alors il n'y en a pas assez. Et une fois qu'on a tout listé et qu'on a été bien créatif, eh bien on passe à la deuxième phase. Pour chacun des problèmes, on trouve une solution. Un plan B, quoi. Et si la solution est relativement accessible et que le problème est suffisamment probable, eh bien vous allez pouvoir l'implémenter. Parce que oui, autant c'est utile et pertinent de prévoir un groupe électrogène pour un événement à la campagne, autant embaucher un chasseur de loups-garous avec des balles en argent, c'est un bon moyen de plomber son budget pour un risque assez faible. Enfin, à ce qui paraît. Une petite astuce pour rendre la chose ludique, si vous êtes en groupe, c'est que vous pouvez vous séparer en deux sous-groupes et changer vos papiers entre les deux activités pour pouvoir être surpris par la créativité de vos pairs. Donc voilà, vous créez les problèmes, vous échangez dans deux groupes séparés, vous échangez vos supports et après vous trouvez des solutions. Bref, c'est un outil intéressant qui permet de se prémunir d'un certain nombre de soucis en ayant prévu suffisamment de plans B. Bah, on a maintenant fait le tour de la plupart des outils standards, c'est-à-dire les outils que vous pourrez utiliser pour l'ensemble des projets. Mais je voudrais vous parler de quelques outils qui vont dépendre vraiment du type de projet que vous menez. Le budget prévisionnel. Si votre projet a une dimension financière, la base à comprendre, c'est ce qu'on appelle un budget prévisionnel. En gros, faire un budget prévisionnel, c'est faire un tableau de recettes-dépenses, mais qu'on effectue en amont, quand vous concevez le projet. Vous allez devoir lister le plus précisément possible l'ensemble de vos recettes et l'ensemble de vos dépenses. Vous allez les organiser par type et rentrer dans le maximum de détails possible. Et là, on doit vraiment faire dans la précision. Quand vous avez fait ça, il faut alors vous assurer bien, que vous êtes à l'équilibre, c'est-à-dire que vous ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez. L'inverse est possible, hein, et vous aurez alors dégagé des bénéfices, ou au moins des provisions, mais vous ne pouvez pas dépenser plus, du moins tant que vous n'êtes pas une énorme banque systémique, auquel cas vous vous en fichez parce que l'État paiera pour vous en créant de la dette. Bref, blague à part, c'est aussi simple que ça, et c'est un document qui pourra justifier votre sérieux si vous en venez à discuter de subventions avec certains organismes. En restant attentif aux mécanismes de négociation, attention, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire preuve de prudence quand même quant aux informations que vous divulguez, parce que les organismes privés qui vous subventionnent n'ont pas forcément besoin de savoir combien vous touchez des autres partenaires. Mais bref, ça c'est pas mon domaine du tout. Une fois que vous avez votre budget prévisionnel, et s'il y a un déséquilibre, vous aurez bien compris qu'il faudra aller chercher plus d'argent. Eh bien, une fois que ce sera rétabli, vous pourrez vous lancer dans la réalisation de votre projet. Et tout en veillant à garder une copie de votre document original, eh bien, il vous faudra mettre à jour votre budget prévisionnel au moment où les transactions réelles vont être effectuées. À chaque nouvelle dépense, à chaque nouvelle recette, remplacez la valeur réelle dans votre document, et ça vous permettra de vous adapter à la réalité. Et donc, bien sûr, si vous avez sous-estimé une dépense, eh bien, il conviendra de compenser rapidement ça, et avant l'échéance de votre projet, en allant chercher de l'argent supplémentaire. Et au final, à force de faire ça, vous retrouverez au terme de votre projet avec votre budget actualisé, normalement à l'euro près. Et ça sera un document intéressant pour l'évaluation de votre projet, parce que toute la dimension financière sera chiffrée à l'euro près. La stratégie de communication. Bien, maintenant, si votre projet a une dimension de communication importante, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle une stratégie de communication. L'idée est très simple et ressemble un peu au rétroplanning. Vous devez consigner sur un document une sorte de calendrier de l'ensemble des informations que vous allez transmettre et sur quels médias. Ça implique de faire d'abord un tri de l'ensemble des informations que vous allez véhiculer. Quelles sont les informations essentielles que vous allez marteler et répéter partout? Quelles sont les informations importantes qui sont notables mais qui n'ont pas forcément besoin de sauter aux yeux? Et quelles sont les informations accessoires, c'est-à-dire un peu funky, qui vont donner du relief à votre communication, comme les images, les anecdotes, les blagues, mais qui ne nécessitent pas d'être retenues par des cibles de votre communication? Ah oui, d'ailleurs, en communication, on parle de cible. C'est qui vous allez viser avec votre message. C'est important de le clarifier parce qu'on voit encore beaucoup trop souvent des gens qui se lancent dans de la com sans savoir vraiment à qui ils veulent s'adresser. Bref, une stratégie de communication, dans l'idée, ça résume, comme on l'a dit, quelle information est diffusée quand, à quelle date et via quel support.
Par exemple, si on organise une soirée, 2 mois avant, on diffuse un teaser avec la date et la soirée, la date de la soirée et le lieu. Et ça va se faire sur Facebook et Instagram parce que ce sont des réseaux grand public. 1 mois avant, on diffuse une affiche virtuelle avec la date de la soirée, le lieu, le thème des déguisements, le nombre de places maximum, sur Facebook et Instagram. 2 semaines avant, on diffuse une vidéo de teaser qui rappelle la date et le thème. Et la vidéo est hébergée sur YouTube et diffusée sur Facebook et Instagram. 1 semaine avant, on installe une affiche avec la date, le lieu, le thème et le nom du DJ. Et dans les locaux, oui, on fait ça dans les locaux de la composante universitaire et dans l'espace culturel de l'université. 3 jours avant, on rappelle la date, le lieu et le thème, on rappelle aussi les règles de sécurité et les services associés, garde de clés, soft à volonté pour les conducteurs et vestiaires. Et on fait ça sur Facebook et Instagram. Bref, c'est grossier, mais l'idée est là. Et bien évidemment, sur un petit projet fait à l'arrache, c'est pas la peine de mettre en place une stratégie de communication, mais dès que le projet prend de l'ampleur, ça vaut la peine. Le dossier de partenariat. Et on termine avec le dossier de partenariat. Si votre dossier comporte une dimension financière et que vous souhaitez vous faire financer par des partenaires, il faut savoir mettre le paquet. Réaliser un document présentant votre association, votre organisme, peu importe, et votre projet, et avec une belle présentation et un style d'écriture qui envoie du lourd. Quelque chose de beau, quelque chose d'intelligent, quelque chose qui donne envie de vous soutenir et de saisir l'opportunité de partenariat que vous proposez. Alors, je vais vraiment pas détailler cet aspect, mais voilà, sachez que ça existe. Et puis c'est un document vraiment utile pour les négociations. Et d'ailleurs, avant d'aller négocier, je vous invite vraiment à vous former à ça. Formez-vous à la négociation parce que dès qu'il s'agit d'argent, en particulier dans le secteur privé, on rigole plus vraiment et ce serait vraiment dommage de vous faire dévorer par des loups déguisés en agneaux. Quelques bases de la gestion d'équipe. Les fiches de poste. Pour certains de vos projets, vous allez devoir structurer des équipes. Et même des lire, tant qu'il y a peu d'enjeux et que vous êtes peu nombreux, vous pouvez vous permettre de faire le tout au feeling, en n'étant pas optimaux. Mais dès que les enjeux vont augmenter, vous allez devoir être bien clair dans votre manière de fonctionner pour vous en sortir. C'est là où les fiches de poste vont intervenir. L'idée est la suivante, vous devez lister l'ensemble des tâches habituelles que vous devez gérer. Par exemple, dans le bureau d'une association, vous devez répondre à des mails, rencontrer des représentants, rédiger des ordres du jour, rédiger des procès-verbaux, gérer des locaux, contacter des assurances, vous occuper d'un compte en banque, etc. La liste est censée être longue, il y a plein de choses à faire dans un simple bureau d'association. Et ensuite, le job est assez simple. Vous répartissez les tâches par poste, par rôle en fait, hein. Mais c'est ce qu'on appelle en gros classiquement des fiches de poste. Alors, ça a l'air évident comme ça, mais comme on a dit précédemment, derrière des choses évidentes, il peut y avoir des incompréhensions et de la mauvaise gestion. Parce que, en fonctionnant au feeling, c'est-à-dire sans passer par un listing exhaustif de toutes les choses à faire, on peut volontiers en venir à des situations d'incompréhension du genre «Ah non, mais moi je réponds pas aux mails, je suis président, c'est au secrétaire de le faire». Et le secrétaire de son côté dire «Mais non, mais c'est au président de répondre aux mails de l'asso». Dans ce cas-là, il y a une tâche qui est pourtant très simple, qui n'était attribuée à personne, ou du moins c'était pas clair. Ou alors à l'inverse, on peut avoir plusieurs personnes qui gèrent simultanément la même tâche, sans que ça soit décidé de concert, du genre, je sais pas, ah mais c'est à moi de faire l'accueil des nouveaux, ah bon, mais non, c'est mon rôle à moi. Et là, une tâche n'a pas été clarifiée comme étant dans un rôle ou un autre. Et faire des fiches de poste, c'est aussi simple que ça. Alors, alors c'est tout à fait possible de considérer qu'une tâche est faite par tout le monde, ou bien par 2 ou 3 personnes simultanément, mais il faut vraiment que ça soit clair. Et puis, c'est aussi un outil pédagogique pour les membres de l'équipe. Je suis persuadé qu'une équipe qui a elle-même rédigé ses fiches de poste comprendra bien mieux les rôles de chacun que si on leur donne une fiche toute faite. Alors voilà, je voulais poser ça. C'est pas très compliqué, mais hop, un petit brainstorming sur des tâches à faire et une répartition par tâche, ça peut aider à lancer une équipe. Oh, et oui, si, une dernière chose, le management d'une équipe, c'est un job qui prend énormément de temps. Et il faut en avoir du temps. Alors, si vous vous lancez dans un projet qui est important, ne faites pas l'erreur, que j'ai pu faire moi par le passé, de vous attribuer des tâches en plus de votre rôle de management. Parce que sinon, vous aurez tendance à faire en priorité vos tâches et vous négligerez le management, ou l'inverse, mais en tout cas, dans les deux cas, c'est vraiment dommage. Et une phrase qui résume assez bien ça dans le milieu associatif, c'est un bon président, il n'a rien à faire. Sous-entendu, il a en fait aucune tâche qui lui est propre.
la gestion des débats et la communication non verbale. Une autre petite notion de gestion de projet qui peut être intéressante, c'est la gestion des débats dans une équipe ou dans une assemblée. Je vais revenir dessus dans notre deuxième partie, un peu plus avancée, mais l'idée principale que je voudrais vous suggérer, c'est que un débat, ça se prépare en amont par la personne qui le modère. Le but du jeu dans un débat, c'est de donner les moyens de réfléchir aux personnes qui vont participer à ce débat. Et du coup, c'est vraiment important de ne pas commencer un débat de but en blanc, comme ça, sans rien. Mais au contraire, c'est vraiment intéressant de commencer en contextualisant le débat et en le problématisant. On va revenir sur la notion de problématique, mais l'idée d'une problématisation, c'est de mettre en avant les différents principes qui s'opposent et à partir desquels les réflexions vont naître. Ensuite, vous pouvez imaginer comme une sorte de sapin de Noël que vous parcourriez de haut en bas. Depuis votre point de départ, les gens vont partir dans tous les sens, développer plein de choses, et viendra un moment où vous allez en venir à recentrer la discussion, vous résumez, vous reformulez ce qui a été dit, et vous proposez de nouvelles questions. Et à nouveau, le débat va s'élargir, se développer, et vous recentrez ensuite, et ainsi de suite, jusqu'à la conclusion du débat. Mais voilà, pour que le débat soit constructif, c'est vraiment important que vous ayez déjà, vous, en tant que modérateur, réfléchi au sujet pour identifier les points clés du débat, ces éléments principaux, pour que vous ne soyez pas surpris au moment où les participants vont y venir, et que vous ayez en conséquence, déjà préparé des questions de relance. Bref, voilà, je voulais juste vous en toucher deux mots. Et puis je me permets de vous suggérer un outil assez pratique pour fluidifier les échanges en réunion. C'est des outils de communication non verbale. L'idée, c'est que d'une part, on a besoin de s'entendre quand on échange en groupe, et donc il faut laisser la possibilité à la personne qui parle de s'exprimer jusqu'au bout. Et d'autre part, il faut qu'on puisse gérer le reste du groupe, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir exprimer notre approbation, notre désapprobation, et puis gérer le timing. Et pour ça, on va pouvoir utiliser un certain nombre de signes non verbaux pour communiquer. Ça va commencer par un tour de parole, c'est-à-dire que quand on veut parler, on ne coupe pas la parole, mais on lève un doigt. Et quand on lève le doigt, on est la personne qui va parler juste après, dès que la personne qui parle a terminé de s'exprimer. Mais si une troisième personne veut prendre la parole, elle peut également participer, cette fois en levant non pas un, mais deux doigts. Et donc elle sera la deuxième personne à attendre la parole. Et si une quatrième personne veut prendre la parole, elle lèvera alors trois doigts, et donc elle sera la troisième personne à prendre la parole. Et bien évidemment, chaque fois que quelqu'un prend la parole, on met à jour le décompte. La personne qui était en 1 commence à parler, la personne qui était en 2 devient 1, la personne qui était en 3 devient 2, etc. Alors c'est une manière assez fluide de fonctionner, et ça marche encore mieux s'il y a une personne qui est chargée de gérer les tours de parole. Ça peut aussi bien marcher en utilisant une feuille de papier et en notant le nom des personnes qui vont s'exprimer dans l'ordre, qu'en le faisant comme ça, en désignant de tête. En complément de ce tour de parole, on peut faire ce qu'on appelle une réponse directe. C'est un signe qu'on fait en faisant des allers-retours avec ses doigts. Il existe un équivalent écrit pour les réunions virtuelles. En pivotant les poignets et dans la direction de la personne qui parle, on fait une réponse directe et ça permet de couper le tour de parole, mais ça doit être très très précis. C'est pour donner une information, et ce avec un maximum de 30 secondes. C'est vraiment très court, juste pour apporter un complément important, mais ça permet de couper le tour de parole. Et attention, pas couper la parole, hein, mais couper le tour de parole. Une autre manière de couper le tour de parole, c'est par ce qu'on appelle la clarification. Ça se fait en faisant un C avec sa main. Et ça peut s'utiliser quand on veut apporter une clarification, mais rapide encore une fois, ou quand on veut en demander une, comme par exemple quand on ne comprend pas un sigle ou un mot de vocabulaire. Une troisième manière de couper la parole, c'est le point technique, en faisant un signe de T comme pour signifier temps mort, ou quelque chose dans le genre. Et c'est en fait quand on a besoin d'apporter une information ou de poser une question, enfin gérer quelque chose qui est extérieur au débat, mais qui doit être pris en compte tout de suite, comme par exemple, attention, il nous reste 10 minutes, ou bien qui a les clés du camion, il nous les faut tout de suite. On pourra approuver ce que dit une personne en faisant pivoter ses deux mains vers le haut, comme pour dire bravo en langue des signes. A l'inverse, on pourra signaler notre désaccord en faisant le même signe de rotation des poignets, en pronosupination pour être exact, vers le sol. Et on pourra être moyennement d'accord en faisant le même signe entre les deux à l'horizontale. On pourra manifester notre opposition absolue, mais c'est assez rare, en faisant un signe de croix avec ses bras. C'est ce qu'on appelle une opposition formelle. On pourra tourner les deux mains l'une autour de l'autre en moulinant, pour demander à ce qu'on aille plus vite, parce qu'on se répète. Et enfin, on notera que si le groupe part en discussion dans tous les sens, on pourra faire un signe de chapeau au-dessus de sa tête,
Et en fait, c'est un signe contagieux. Quand on voit quelqu'un le faire, on doit l'imiter et interrompre, on doit le copier et interrompre sa conversation. Et en fait, c'est le signe que la conversation de groupe va reprendre, et donc il faut reporter nos échanges en petits groupes à plus tard. Bref, voilà pour ces premiers signes, un peu funky, mais très très pratiques pour s'y retrouver. Conclusion de la première partie. Et voilà, vous avez maintenant un petit panorama des différents outils de gestion de projet standard, on va dire. Pour conclure, je me permets d'insister à nouveau sur le fait que vous ne serez pas amené à tous les utiliser au sein d'un même projet. C'est rare de tous les utiliser et ça va surtout dépendre des circonstances. De plus, vous allez devoir adapter les outils conceptuels à la dimension de votre projet. Si vous organisez une simple soirée débat à 30 personnes, même si c'est très bien et très important les soirées débat, eh ben, ne perdez pas de temps à sortir l'artillerie lourde en termes d'outils de gestion de projet. Faites votre projet au feeling, ça va le faire. La raison derrière ça, elle est assez simple et on peut la présenter en faisant appel à un proverbe populaire. Un bon ouvrier commence par aiguiser ses outils. C'est comme pour construire un bâtiment. Si vous construisez une grue, eh bien, vous allez perdre du temps et de l'énergie à construire votre grue. Et puis après, vous allez devoir mettre du temps et de l'énergie à apprendre à l'utiliser et à l'entretenir, à la réparer. Mais au final, une fois la grue construite, vous allez aller 10 fois plus vite. Alors, si vous construisez un gros bâtiment, ça vaut la peine de construire une grue. Mais si vous faites une cabane, eh ben en fait, elle sera plus vite faite avec un marteau, des clous et quelques planches sans construire de grue. Les outils de gestion de projet, c'est la même chose. Ça prend du temps et de l'énergie de faire un QQ/QCCP, un rétro-planning, un budget prévisionnel, et même monter une équipe, briefer des collaborateurs, tout ça. Et ça demande beaucoup de ressources. Mais vous pouvez considérer que c'est une structure, une machine qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour les amateurs, on retrouve ce concept en économie, en théorie des jeux, dans le dilemme exploration-exploitation. Je vous laisse checker sur les internets pour approfondir ce sujet. Donc voilà, pour les petits projets, il ne sera pas pertinent de mettre en place tout ça. Par contre, si votre projet prend de l'ampleur et que vous commencez à avoir des budgets à 3 ou 4 zéros et que vous devez gérer des équipes de plus de 10 personnes ou que votre projet doit être réalisé dans un temps très précis, eh bien, la complexité du projet sera telle que si vous n'utilisez aucun outil de gestion de projet, cette machine qui prend de l'énergie, mais qui vous rend plus efficace ensuite, eh bien, si vous ne faites pas ça, vous allez probablement vous planter. Et ça, quand il y a des enjeux, c'est dommage. Et enfin, une dernière chose à savoir, c'est que au-delà des outils, la gestion de projet, c'est avant tout un savoir-faire. C'est la capacité à développer de bonnes habitudes, à rebondir face aux imprévus, à anticiper et à être actif pour que votre projet aboutisse. En fait, c'est un état d'esprit, c'est une vigilance, c'est des réflexes à adopter au quotidien. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre première partie, qui était un peu linéaire et scolaire, mais qui constitue les bases. Et dans la deuxième partie, on va pouvoir se concentrer sur des approfondissements, avec des considérations qui vont être un peu plus abstraites, plus génériques, mais que moi je trouve encore plus intéressantes. Rappelons aussi que la gestion de projet, c'est un domaine particulièrement riche et qui peut s'aborder sous de nombreux angles. Les spécialistes du sujet, ce sont celles et ceux qui font ça pendant toute leur journée et pendant toute leur carrière. Donc bref, voyons ça comme le commencement d'un long parcours, plein de rebondissements et de découvertes. Bonne journée à tous et toutes, et à très vite.